bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Aujourd'hui, lendemain de Classico, lendemain de Gueule de Bois pour les fans du Real Madrid. Mais on a la chance d'accueillir Elton Mokolo. On ne le présente plus dans l'environnement journalistique français, membre du Club des Cinq sur la chaîne Winamax, RMC même désormais, Eurosport également. Comment ça va, Elton? Salut Victor, j'espère que ça va. Moi, tout va bien de mon côté. Bah écoute, ça va. Alors je suppose qu'il y en a l'un d'entre nous est peut-être un peu plus de bonne humeur aujourd'hui que l'autre, forcément, parce qu'on tourne donc en Ouais, lendemain de c'est sûr. Classico. Lendemain de Classico, victoire 4-0 du FC Barcelone, humiliation au Santiago Bernabéu pour le Real Madrid. On va revenir en détail sur ce match un peu à froid là. Voilà, la nuit est passée, on a eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé. On va rentrer dans le détail tactique de cette rencontre, mais également évoquer les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui peut se passer après, quels sont les enseignements à tirer aussi pour la suite de la saison, autant du côté du Barça que du côté du Real Madrid. Et en fait, on va commencer avec une question très simple. Lorsque le match se termine hier, c'est quoi ton ressenti, tes premières pensées sur la performance du FC Barcelone, tout comme aussi sur la contre-performance, l'humiliation qu'a subi le Real Madrid? C'est quoi ton ressenti profond? Ah ben là, c'est un uppercut que tu viens de voir. Tu as pris une claque dans la figure parce que là, on a été sur une performance qui a été incroyable en seconde période parce que c'est vraiment ça. Je vais reprendre les mots de Pep Guardiola avant le quart de finale Real Madrid-Manchester City. Il y a plusieurs matchs face au Real Madrid et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Parce que évidemment, les gens ils vont mettre en avant le 4-0, la démonstration de force. Et pour moi, il y a eu plusieurs matchs. Il y a eu le match jusqu'à 45, les 45 premières minutes, où pour moi, le Real Madrid a réussi à annihiler la force offensive du Barça. Ensuite, il y a le match de 0 jusqu'à 1-0, où tu vois le Barça avec le fameux ajustement tactique, l'arrivée de Frenkie de Jong, Pedri positionné plus haut, reprend la main sur le match. Et enfin, du 1 au 4-0, où là, où tu vois, c'est vraiment une démonstration de force du Barça. Un Real Madrid qui succombe, qui perd pied. Pour moi, ça a Assommé. été un match. C'est un match qui a été très intéressant parce que ça a été un match très engagé sur le plan footballistique. On a vu des choses des deux côtés, j'insiste là-dessus, et sur le plan mental. Parce que moi, à chaque fois que je parle du Real Madrid, et il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ça, c'est la dimension mentale de jouer contre le Real Madrid. On l'a encore vu, bon là, cette fois-ci, du bon côté, à l'occasion du match contre le Borussia Dortmund. Mais à un moment donné, quand tu mènes 2-0, Nuri Sahin, il s'est fait gagner au Santiago Bernabéu. Et il a commencé à paniquer À trembler, ouais. de la même manière qu'un tennisman, il se dit, ouais, j'ai Djokovic et tout, je dois servir pour le match. Et c'est là où Djokovic, plusieurs fois, fait la différence. Et là, cette fois-ci, c'est ce que j'ai beaucoup aimé du côté du Barça, c'est le calme et les ajustements tactiques densifiés, avec notamment l'incorporation de Daniel Mo, pour se dire que il fallait rester concentré sur le plan footballistique et ne pas se dire qu'en gros, on mène 2-0 au Bernabéu, parce que, encore une fois, sur la dimension mentale, tu as deux buts coup sur coup, mais tu savais très bien que le fameux troisième but de la rencontre pouvait avoir un impact. Et là, Kylian Mbappé, pour le coup, il l'a eu. On en parlera tout à l'heure. Et moi, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un match qui, pour moi, a été de grande qualité, bien évidemment, pour le Barça, mais à tous les niveaux. Et je rebondis sur deux points. Il y a un moment important, le premier raté de Lewandowski. Moi, à ce moment-là, je réagis comme oh, t'as pas mis les clous sur le cercueil. Encore une fois, Exactement. attention. Et sur cet aspect mental, c'est là où pour moi le FC Barcelone d'Hansi Flick, on sent toute la patte d'Hansi Flick tactiquement, le destructeur, vraiment l'envie d'annihiler l'adversaire sur tous les aspects. Et ça change de Xavi sur les 2 dernières années, qui avait lui aussi cette peur du résultat presque. Il pouvait se contenter du 1-0, de dire on va jouer, on va lâcher quelques préceptes de jeu pour essayer de tenir ce résultat, quitte à s'enliser finalement dans des problèmes, parce que le Real Madrid, eux, dans la réaction, ce sont sur les 5-10 dernières années peut-être le meilleur club au monde, c'est même de l'histoire, leur histoire est faite de réactions. Et là, on dit Flick à 2-0, le raté Lewandowski, moi mentalement, je me dis, il y a peut-être un tournant. Mais finalement, ils ont continué. C'est une équipe, il y a une ADN qui se dégage. Et ça ressemble tellement au Bayern 2019-2020 d'Hansi Flick, que ça soit statistiquement au nombre de buts marqués, le FC Barcelone, c'est l'équipe, je crois, qui se crée 60 occasions France là, depuis le début de saison. Ils sont quasiment aussi à 50 buts, 60 buts marqués sur leurs 15 matchs joués, moyenne de 3 à 4 buts par match. Ce Barça d'Hansi Flick porte vraiment cet ADN Bayern 2019-2020. Et c'est vrai que mentalement, on sait le Real est fort en réaction, mais j'ai l'impression que ce FC Barcelone-là, lorsqu'il a l'os dans la bouche, il ne la lâchera jamais. Et ils vont continuer à assommer, à mettre KO son adversaire. Et ils l'ont vraiment bien fait. Moi, en première mi-temps, la bataille du milieu est remportée par le Real Madrid. Dans l'intensité, dans le jeu sans ballon, et le pressing
Et le pressing qui est un des gros points faibles du Real Madrid sur ces dernières années. Là, il y avait l'intensité, il y avait l'envie de faire mal à l'adversaire. Il y avait Tchouaméni, fait pour moi, de bonnes 45 premières minutes dans un match chaotique. Il amène un peu cet équilibre, cette lumière à certains moments. Et Kamavinga, je l'ai trouvé également étincelant. Et justement, il y a ce switch, changement à la mi-temps, le Frankie de Jong, Casado aussi qui continue, qui ne baisse pas de régime malgré le fait pendant 45 minutes d'avoir quand même été martelé dans tous les sens à la récupération, au pressing. Et le Pedri entre les lignes a fait beaucoup de mal. Et puis, moi, ce qui me plaît le plus, enfin, ce qui me choque et me plaît le plus dans ce Barça Hansi Flick, c'est la connexion avec Lewandowski, qui est enfin connecté au jeu, ce qui n'était pas le cas avec Xavi. Et là, avec ce Barça-là, il est connecté, le appui remise, les connexions avec Rafinha, il libère les espaces. Rafinha et Yamal comprennent très bien les déplacements de Lewandowski. Je pense que ça a fait très mal au Real Madrid aussi. Est-ce qu'il y a au-delà du changement tactique à la mi-temps de la rentrée de Frankie de Jong, il y a un autre aspect pour toi qui a vraiment été le tournant, au-delà de l'aspect mental, mais vraiment juste technique ou tactique sur cette deuxième mi-temps qui a fait que le Barça a mis KO le Real Madrid? Moi, je suis d'accord sur la première période et je l'ai dit spontanément en émission. Pour moi, le Real est la meilleure équipe sur la première période. Ou plutôt l'équipe qui se rapproche le plus de ce qu'elle veut faire, à savoir annuler notamment la force offensive du Barça. Parce que j'ai vu un Barça qui se précipitait trop dans cette idée de vouloir de verticaliser. Et en même temps, tu n'avais pas beaucoup d'appels. Donc, ça favorisait les intérêts du Real. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'ajustement tactique, et donc, Frenkie de Jong qui arrive, Pedri qui remonte plus haut. Je sais très bien qu'on parle de deux joueurs qui ont vocation à élargir le temps de possession de balle. Et ça, c'est la chose la plus importante. D'autant plus que je sais très bien que le premier rideau défensif du Real Madrid, incarné par Mbappé et Vinicius, n'allait pas être forcément ils vont pas être forcément les joueurs les plus agressifs sans ballon. Donc, tu pouvais élargir le temps de possession et tu savais qu'à un moment donné, avec beaucoup plus de mouvements, avec beaucoup plus d'interactions, les espaces allaient apparaître. Et c'est ce qui s'est passé sur le premier but. Donc, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que quand on parle du Barça densifique, on aime bien parler de cette fameuse verticalité, d'intensité, mais il faut aussi parler de football. C'est une équipe qui, justement, sur ce plan-là, favorise notamment la connexion entre footballeurs. Parce que c'est pas tout de vouloir verticaliser. Sur ce type de match, il faut être capable d'être intelligent. Et pour moi, ce but, il est similaire au but qu'avait mis Pablo Torre face à Villarreal, qui est consécutif à quoi? Qui est consécutif à un long temps de possession. Et ça, c'est quelque chose que recherche le Barça scientifique. Malheureusement, avec notamment la blessure de Frenkie de Jong, on n'a pas pu avoir notamment ce trio où tu avais Frenkie de Jong à la base, Pedri qui était plus haut. Je pense que ça va être l'une des options voulues par Hansi Flick, avoir situé Pedri beaucoup plus haut pour le rapprocher de Robert Lewandowski. Et ça fait effet boule de neige parce que Robert Lewandowski, autant l'année dernière, tu avais le sentiment d'avoir un no man's land autour de lui. On était sur une Mhm. équipe qui attaquait beaucoup plus sur les côtés. Là, on a la volonté de rapprocher Robert Lewandowski de ses coéquipiers avec beaucoup plus, plusieurs mécanismes, c'est-à-dire le fameux numéro 10 qui n'en est pas un derrière Lewandowski. Rafinha davantage dans l'axe, Rafinha qui va justement faire office de leurre pour attaquer l'espace, faire reculer la défense, et Lewandowski va en profiter en seconde lame. Donc il y a ces mécanismes qui favorisent Robert Lewandowski et qui le rendent beaucoup plus important. Parce que pour moi, je vais encore te donner un exemple. Le deuxième but, c'est la conséquence de ça, parce que tu as un oubli manifeste entre Militao et Rudiger. Lewandowski se place dans l'angle mort de Militao, et le reste, on connaît avec ce centre de balle. C'est vrai. Bah, je te rejoins totalement. De toute façon, moi, c'était un des points que je m'étais noté sur la performance de Robert Lewandowski. Mais on va passer peut-être un peu plus sur le Real Madrid. On a fait le tour. Comment toi, tu l'as vécu? Est-ce que tu t'es vraiment dit, ouais, c'est un séisme, ce qui est en train de se passer au Bernabéu? C'est une véritable humiliation, ça, pour tout fan du Real Madrid, c'est le cas. Mais d'un point de vue peut-être un peu plus neutre, avec un peu plus de recul sans le côté fan du Real, est-ce que tu le vois et tu l'as vécu réellement comme ouais, une chaos, humiliation, et quels sont les points noirs à noter de cette performance des hommes de Carlo Ancelotti? Ah oui, c'est ça, moi je l'ai vu comme un séisme parce que c'est quand même particulier. Il y avait eu un 4-0 en 2022, mais ça n'avait pas la même portée footballistique et la même portée sur le plan comptable. Oui. Oui, évidemment, tu prends 4-0, mais c'était un match qui était un peu bizarre. Tu avais des absences de Benzema, de Ferland Mendy. Modric en faux neuf, Et tout ouais, ça. voilà. Et c'était un match où l'estime était beaucoup plus du côté du Barça. Xavi venait d'arriver, il fallait gagner impérativement. Tandis que du côté du Real Madrid, alors évidemment, ça restait un classico, il fallait le gagner. Mais si tu veux, on n'était pas sur le match qui avait
une importance autant cruciale que celui-là. Parce que là, hier soir, il était question d'un Real qui était en retard par rapport au Barça qui avait 3 points de retard. Un Real qui était en chantier, un Real qui présentait Kylian Mbappé à l'occasion de son premier Classico. Et là, tu as des effets dévastateurs. Moi, le point nord, c'est ce que je l'ai évoqué, c'est notamment avec ballon, parce que je viens de le tweeter, notamment par rapport à cette notion de hors-jeu, et ça me permet d'évoquer justement un point qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup anglais sur le fait que comment le Barça, justement, allait gérer la ligne haute face au Real Madrid, sans se demander comment le Real allait se préparer à cet exercice tactique, technique et psychologique. Parce que moi, j'insiste, c'est 3 points qui sont très importants. Parce que là, on est dans le football de haut niveau, on est dans de l'excellence. Et moi, sur le plan technique, si tu as de l'espace, c'est toujours comme ça. Si tu as de l'espace, notamment derrière, ça veut dire que tu en as moins à la base. Et tu vas être beaucoup plus challengé, notamment sur le jeu sous pression. Sur le plan psychologique, et ben, ça a été incarné par Kylian Mbappé qu'on va évoquer. Quand à un moment donné, à plusieurs reprises hors jeu, et ben, ça va conditionner la suite de ta rencontre parce que tu vas te dire, est-ce que je suis dans le bon timing? Et quand bien même je suis dans le bon timing, est-ce que je vais assurer notamment mon premier contrôle? Bon, ça n'a pas été forcément le cas pour justement me dire que attention, je peux être en jeu, je vais quand même assurer, il va y avoir un aspect beaucoup plus sécuritaire que tu vas faire. Et ça, cette problématique-là, elle a été exposée à toutes les équipes cette saison parce que, évidemment, les équipes ont des staffs qui regardent comment le Barça joue cette ligne du hors-jeu, comment le Barça presse. Mais il y a la théorie et surtout la pratique. Comment tu vas le mettre en pratique? Et là, on a vu que le Real a failli, notamment sur cet enjeu-là, avec ballon, comment se trouver notamment ces fameux temps de qualité qu'a pu avoir le Bayern sur la première période mercredi dernier, en se disant, on va avoir notamment cette capacité à faire des changements d'aile pour justement éviter le hors-jeu. On va faire redescendre Harry Kane à la base. On va faire partir les latéraux beaucoup plus bas pour avoir ces fameux doubles appels qui ont gêné le Barça et qui vont forcer à reculer sur la première période. Ensuite, ils se sont un peu ajustés en seconde période, mais l'enjeu était là. Aujourd'hui, le Barça, c'est un exercice footballistique, technique et psychologique très très important et le Real a failli sur ce plan-là. Et sans ballon, on l'a vu à un moment donné. C'est quand même ironique parce que on s'est dit le Barça, comment ils allaient tenir la ligne haute, comment ils allaient tenir les alignements et le Real se fait avoir justement sur ce plan-là. Là, ils sont allés au bout de leur idée. Ils sont allés au bout de leur idée, ils ont joué leur carte à fond et ils ont frôlé la perfection parce que désormais aussi avec la VAR, les règles se jouent aussi différemment. Le football a changé sur ça et le Barça a su jouer sur cet aspect. Kylian Mbappé, moi j'ai du mal. Enfin, l'aspect psychologique, c'est quelque chose, par exemple, dans mon analyse à chaud d'hier, où on a fait une vidéo aussi YouTube, je l'ai un peu sous-estimé. C'est vrai que ça, malheureusement, c'est de la responsabilité de Kylian Mbappé aussi de réussir à se remettre dans le match, de réussir à continuer sur sa lancée et ne pas gamberger en permanence sur chaque action, parce qu'on a vraiment ce sentiment, ces prises de balles sur les 20-25 dernières minutes, elles sont pas bonnes parce que dans la tête, il est pas serein. Maintenant, moi, là où je reproche, par exemple, si on peut ouvrir le dossier Kylian Mbappé, ce que je vais reprocher à Mbappé, c'est pas forcément d'être hors jeu 7 ou 8 fois. C'est que la neuvième fois ou la 10e fois où il ne l'est pas, il ne la met pas. Parce que c'est là où moi, où tu peux être hors jeu. Quand tu es un attaquant, c'est la même chose. Tu peux rater 5, 6, 7 face à face. Si au final, tu en mets un ou deux et que ton équipe gagne, tu seras pardonné. On va dire que tu as vendangé, mais finalement, dans les médias, tu seras quand même le héros de la rencontre. Là, sur les premiers hors-jeu, tactiquement, le Barça le joue très bien. Ça se joue à une rotule de genou près. Où là, c'est là où la VAR prend une décision. Enfin, la VAR prend la décision. Les règles du foot, avec les règles du football actuel, c'est comme ça. Kylian Mbappé, exploite bien les espaces. Au fur et à mesure, premier hors-jeu, deuxième hors-jeu, troisième hors-jeu, l'appel est moins croisé, l'appel est moins sensé. Il y a des fautes, il y a deux, trois hors-jeu fautes professionnelles, mais aussi parce que là où je vais un peu nuancer sur Kylian Mbappé, je trouve aussi que les passeurs ont été affectés psychologiquement également, parce qu'il y a des temps de retard de passe de Luka Modric qui ne sont pas habituels, ils ont perdu une certaine spontanéité, parce que Mbappé, peut-être que l'appel est moins bon aussi, mais parce que le passeur a peur de faire cette passe-là en permanence, de se dire encore, encore. C'est là où le FC Barcelone est clairement rentré dans la tête de Kylian Mbappé. Mais moi, le gros point noir sur cette rencontre du joueur français, c'est que tu as eu tes deux occasions. Tu as eu tes deux occasions d'illuminer le match, de relancer le Real Madrid, d'égaliser, de relancer le match, de mettre le public dans ta poche. Et c'est ce que tu cherchais parce qu'il a été protagoniste. Sur cette première mi-temps, moi j'ai trouvé qu'un Mbappé, certes, frustrant par les hors-jeux, mais protagoniste à la demande, à la création, même dans le pressing sans ballon sur la première mi-temps, il a participé à cet effort collectif d'intensité et il s'est effondré en seconde mi-temps.
tant sur le plan physique, parce que même à la fin de la première mi-temps, moi j'ai des images de lui, main sur les genoux, où il fait plus l'effort sur les 5, 7, 8 dernières minutes, où c'est Bellingham qui compense encore une fois le joueur anglais sacrifié par Carlo Ancelotti, vraiment cruellement sur ce match-là aussi, en termes d'influence, même de technicité. Et donc, sur la deuxième partie du match, moi, c'est plus sur ça où je vais un peu blâmer Kylian Mbappé. Et sur le plan de jeu du Real Madrid, le jeu long de Eder Militao a été très efficient aussi en première mi-temps. Il a été très précis. Il a toujours réussi à toucher les bonnes zones. Ça a clairement baissé en seconde parce que le coup de massue d'encaisser les buts, parce que on a vu aussi peut-être un manque de complémentarité entre Rudiger et Militao qui ont fait un traitement très spécial à Lewandowski en première et qui en seconde mi-temps ont flanché mentalement parce que on a senti Robert Lewandowski plus libéré, les craintes qu'inspirait Yamal et Rafinha dans le dos, et puis quand tu vois que tes latéraux Vasquez et Ferland Mendy ont toujours un train de retard sur l'alignement, tandis que la défense adverse, eux, frôle la perfection dans ce domaine, c'est sûr que là, mentalement ça a flanché. Et moi, un des meilleurs exemples, ce manque de complémentarité de la défense centrale du Real Madrid, c'est le second but, où on a vraiment Rudiger et Militao qui se regardent, parce qu'ils ont le même rôle, finalement, ce sont des joueurs forts dans les duels aériens, ce sont des joueurs normalement de couverture ou alors enfin, c'est même assez ironique, mais ce sont deux joueurs forts sur l'homme, mais qui sont presque plus à l'aise sur la couverture parce qu'ils sont très bons pour couvrir les espaces derrière leur défense normalement. Et là, on a ce moment où oui, Militao se dit Rudiger va me suivre, mais Rudiger, il a ce réflexe de non, je garde ma zone et ça, c'était un problème qu'on n'avait pas avec Alaba Rudiger ou Alaba Militao parce qu'au moins les rôles étaient bien précis, bien mixés. Et ça c'était un des points que je voulais souligner. Et puis, je voulais avoir ton avis sur Jude Bellingham, sur ce que tu en penses sur ce début de saison, sur son utilisation. C'est beaucoup ressorti. Il y a eu beaucoup de critiques envers Carlo Ancelotti parce que c'était la star des derniers Clasico. C'est lui qui a relevé le Real Madrid, qui a sauvé à Montjuïc, qui a marqué le but vainqueur au Bernabéu lors du dernier Clasico en Liga. Et là, encore une fois, il est sacrifié aux dépens de Vinicius Mbappé sur le travail sans ballon. Et c'est peut-être l'une des premières fois, moi, personnellement, que je vois un joueur me frustrer et m'agacer à en faire trop sans en faire assez. Parce qu'il y a des pertes de balles, parce que techniquement, il y a eu une certaine faiblesse, que à la finition aussi, il a eu sa grosse occasion qu'il ne l'a pas mise au fond, il n'a pas été dans les moments forts, déterminants comme il l'a été auparavant. C'est quoi ton avis global sur la saison et sur le match, ce classico de Jude Bellingham? Là, moi, je l'ai dit hier, Jude Bellingham, il fait un autre métier. Parce qu'en fait, il faut contextualiser. Parce que moi, j'ai toujours insisté sur le fait que, éditorialement, quand on a dit le Real Madrid prend Kylian Mbappé, il va y avoir, ça va être de la continuité avec Kylian Mbappé, ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai connu ça avec le Barça. C'est-à-dire que l'arrivée d'un joueur de grande qualité, d'un joueur de classe mondiale, casse la nature de l'équipe. Et j'insiste là-dessus parce que l'année dernière, Bellingham, il avait un secteur, enfin, il avait un environnement qui favorisait ses qualités parce que déjà, il n'y avait pas ce fameux neuf de référence, mais il y avait un système où il pouvait apparaître dans la surface et de manière très conséquente. Là, cette saison, avec plusieurs facteurs, parce on va parler de l'arrivée de Kylian Mbappé, on parle du départ de Toni Kroos, mais il y a un élément qui a pour moi été sous-estimé, et Carlo Ancelotti en a parlé avant le match contre Dortmund, et d'ailleurs, ça avait occasionner la titularisation à ce poste-là de Bellingham contre Celta Vigo, c'est l'absence de Carvajal. C'est qu'aujourd'hui, notamment sur ce fameux côté droit, comment tu fais pour t'organiser, comment tu fais pour être efficient dans ce secteur-là. Et moi, j'ai le sentiment que Jude Bellingham, eh ben, de facto, tu l'éloignes de cette zone où il était très important, dans les derniers mètres. Donc, c'est un joueur qui fait un autre métier parce que aujourd'hui, c'est une variable d'ajustement du côté du Real Madrid. Et moi, hier, j'ai fait le parallèle avec Blaise Matuidi 2018 pour l'équipe de France. C'est-à-dire, il est sur ce côté-là, il va faire office d'équilibre pour avoir un effet de compensation. Parce que, et j'ai oublié en plus un élément, c'était l'absence de Rodrigo qui pour moi est préjudiciable, notamment pour animer ce côté droit. Et ben tout ça, ces petites choses, ces petites absences, et ben on, on déteint sur Bellingham, ça, plus le fait qu'il a connu un début de saison qui a été tronqué parce qu'il n'a pas eu nécessairement une vraie préparation. Il a allé loin lors de l'Euro. Il y a aussi sa réalité physique. Il a fini sur les rotules. C'est un joueur qui n'a jamais, qui a, quoi, il a 21 ans. Donc, tout ça fait qu'on est sur un joueur qui est loin de sa meilleure version. Qui est loin de sa meilleure version. Et il y a un phénomène de rupture entre le Jude Bellingham de la saison dernière avec un rôle bien précis, bien cimenté. Encore que sur la fin de saison, il y avait eu des adaptations, notamment face à Manchester City. Et Jude Bellingham, qui cette saison, est utilisé pour moi contre-emploi. Il est utilisé un peu comme Federico Valverde. Moi, j'ai un peu ce Exactement, sentiment. exactement.
Et parce que tu as perdu Tony Kroos et donc tu as été obligé de réintégrer quelqu'un à la relance et, à la et aussi parce qu'on sous-estime beaucoup l'aspect défensif de Tony Kroos, pas à la récupération brute physique, mais dans l'anticipation et être Bien toujours bien sûr. placé au bon moment. Et là, Carlo Ancelotti a décidé de compenser ça avec la, la force de dévorer des espaces défensifs de Federico Valverde. Ouais, Et à la relance, il y a un problème, mais donc aussi lors de la construction, le côté droit. Moi, il y a quelque chose qui est assez sous-estimé aussi avec la paire de Tony Kroos, c'est que le jeu penchait à gauche, mais que Tony Kroos avait cette faculté en une fraction de seconde de le faire basculer à droite, avec exactement. tant Federico Valverde qu'avec Dani Carvajal, qui après, eux, ont d'ailleurs combiné à maintes reprises, trouvé une belle connexion entre l'Uruguayen et l'Espagnol, ce que tu n'as plus actuellement parce que malheureusement Dani Carvajal, bah, on va attendre quasiment un an avant qu'il refoule un terrain de football et que Lucas Vasquez, bah, techniquement, c'est un peu moins à l'aise, que aussi il a cette pression, c'est pas un vrai latéral, donc il y a des moments où il se demande s'il doit monter, pas monter, etc. Et que Jude Bellingham, c'est pas Federico Valverde non plus, c'est pas un dévoreur d'espace non plus offensif. Là où Federico Valverde pouvait s'engouffrer, pouvait faire l'effort, Bellingham va plutôt chercher à rentrer dans le cœur du jeu et chercher les petites combinaisons une, deux ou autre, ce qui te dénature ton animation côté droit que tu as tant galéré à trouver durant l'ère Carlo Ancelotti où finalement il a installé Federico Valverde dans un registre et d'équilibre d'équipe tout en etc. Là désormais tu avais Rodrigo qui pouvait marcher sauf que bah tu peux pas jouer avec Rodrigo, Vini, Mbappé sur certaines rencontres, sur certains contextes et d'ailleurs tu sacrifies aussi Rodrigo généralement dans l'effort défensif lorsqu'il est titulaire. Mais donc, Jude Bellingham a malheureusement repris un peu ce rôle de Federico Valverde ce qui ne met pas en valeur les caractéristiques fortes que pouvait mettre en valeur Federico Valverde dans ce rôle-là. Il n'est pas dans le même registre, Jude Bellingham, et on peut comprendre aussi sa frustration et l'impact mental sur lui quand on sait la saison qu'il fait l'année dernière. Dans la tête, ça doit trotter, ça doit jouer, ça doit forcément, même si c'est quelqu'un, on le voit dans ses déclarations de très terre à terre, de très collectif, je pense qu'il a vraiment la bonne mentalité, mais malgré tout, on reste humain. C'est quelque chose qui doit taper sur le système d'avoir été le héros l'année dernière d'une saison du Real Madrid et cette année être un peu mis, non pas forcément au second plan médiatique ou autre, mais plutôt tactique, où on décide de très clairement de faire compenser les lacunes des autres tout en laissant tes forces sur le côté, en disant bah mais essaye quand même d'être génial. En fait, c'est ça qui est frustrant, qui doit être frustrant pour lui, c'est qu'on lui dit mais essaie quand même de faire la différence, quoi. Essaie quand même d'être buteur. Là, il y a plusieurs choses. Ça me fait penser à une phrase de Cholo Simeone qui dit la liberté, tu ne peux pas l'accorder à tout le monde sur un terrain de football. Donc la liberté, donc on sait vers qui elle va tendre et donc Jude Bellingham est victime de ça. Et sur le deuxième point, c'est pour ça que pour moi le Real Madrid c'est passionnant tactiquement parce que il y a le grand public qui va s'attarder sur le Real Madrid des Avengers, le Real Madrid des grands stars. Mais moi c'est sur la dimension tactique, c'est comment tu arrives à harmoniser le talent. Et moi, à travers les interventions que je fais, c'est souvent ça, comment harmoniser le talent, en sachant que tu as des absences qui sont beaucoup plus sensibles qu'il n'y paraît, notamment Carvajal, Toni Kroos, parce que tu l'as évoqué. La saison dernière, le côté droit notamment, le côté droit l'année dernière, euh, jouer. Attends, le côté droit, pardon, je vais chercher, je vais trouver le mot. Le côté droit apparaissait beaucoup plus en qualité qu'en quantité. Ces nuances, elle est très importante. Dès lors que tu avais un Dani Carvajal qui était capable d'animer son côté, un Rodrigo qui était capable d'animer son côté, bah là, sur le Classico, tu ne les as pas vus. Ils n'étaient pas là. Donc forcément, ça nécessite encore une fois de nouvelles adaptations avec d'autres qualités de certains joueurs. Et forcément, quand tu as d'autres qualités, et ben ça impacte ton expression collective. Et ça, du côté du Real Madrid, il est question d'un chantier à ciel ouvert du côté de Madrid. Bon, Florentino Pérez, il connaît ça avec ACS, mais tu vois l'idée. Donc, pour moi, ça va être passionnant. Et aujourd'hui, la victime de ça, entre guillemets, la victime collatérale, c'est Jude Bellingham qui fait un autre métier. Ça peut paraître paradoxal parce que d'absolu, il est dans un rôle beaucoup plus de milieu de terrain. Mais Jude Bellingham, tel qu'on l'a connu, c'est un joueur qui a besoin justement d'être protagoniste, limite arrogant devant le but et d'avoir cette idée de se dire que quand bien même je vais pas marqué la première fois, de manière inéluctable, je vais finir par marquer. Et c'est comme ça qu'il marquait régulièrement dans les dernières minutes. Ouais, tout à fait. Écoute, Elton, j'ai une dernière question avant d'évoquer une sorte de conclusion un peu sur les conséquences, les enseignements directs pour la suite de la saison en Liga. Mais pour toi, est-ce que Carlo Ancelotti est à mettre sur le banc des accusés pour la performance, l'humiliation subie par le Real Madrid durant le Classico? Est-ce que tu as quelque chose à reprocher au coach italien? Moi, personnellement, j'avais du mal parce que je trouve que le match est bien préparé d'une certaine manière. La première mi-temps, elle est solide et je pense que le discours est plutôt bien passé. Dans la mentalité, l'attitude qui était le gros problème du Real Madrid sur ce début de saison, les 45 premiers.
premières minutes, c'est corrigé. Par contre, est-ce qu'en seconde mi-temps, est-ce qu'on peut lui parler du fait qu'il n'a pas réussi tout de suite à s'adapter justement aux ajustements d'Hansi Flick? Est-ce que des changements, tu aurais aimé des changements plus tôt, des changements différents? La sortie de Chouameni, moi, j'étais pas. Je comprends hein, l'intérêt à 2-0, mais je trouvais que c'était un des rares milieux de terrain pour une fois. Et pourtant, je ne le porte pas forcément dans mon cœur. Malheureusement, le milieu français, je l'ai trouvé plutôt cohérent et bon sur ce match-là. Mais voilà, est-ce que j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de nos auditeurs hautes mettre en avant le Carlo Ancelotti, il est dépassé, etc. Est-ce que toi, tu l'as trouvé vraiment hors sujet Oui, sur après, cette il y rencontre? a plusieurs choses. Oui, il est sur le banc des accusés parce que quand t'as une défaite 4-0 à domicile, c'est difficile, entre guillemets, entre guillemets, de pas mettre l'entraîneur sur le banc des accusés parce que, encore une fois, ça reste un plan circonstanciel, ce qu'il a fait. C'est un plan circonstanciel par rapport à la réalité, du Barça. Et même avec ça, moi, j'aurais souhaité avoir beaucoup plus de temps de qualité, notamment dans le camp adverse du Barça parce que, au final, c'était quand même un séquencier qui était répétitif. C'est-à-dire, bon, évidemment, il y avait des choses, notamment Kamavinga, Bellingham, qui étaient très agressifs sur les côtés pour apporter plus de danger, en plus de Kylian Mbappé et Vinicius. À côté de ça, c'était très répétitif parce qu'au final, tu n'arrives pas à te créer un volume d'occasion qui est suffisamment conséquent pour, entre guillemets, inquiéter et branler le Barça. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème. Après, c'est surtout, moi, c'est avant ce Classico. Moi, j'aurais aimé avoir un Real Madrid qui affiche beaucoup plus, entre guillemets, alors, les certitudes, c'est pas forcément le bon mot, mais beaucoup plus de conviction sur ce qu'ils allaient faire avec et sans ballon. Maintenant, moi, c'est ce que j'ai dit hier soir et je l'ai dit spontanément, la saison, elle est très longue. Et s'il y a un entraîneur qui est bien placé pour le savoir au Real Madrid, c'est Carlo Ancelotti. Et lui, il peut s'appuyer sur des faits où justement il a été décrié et il est revenu de la meilleure des manières. Donc je pense qu'ils vont tirer des enseignements par rapport à ça. Je pense que ça va laisser des cicatrices et t'es pas mort. T'es pas mort et Carlo Ancelotti, lui, il était dans son rôle quand il t'explique oui, la dernière fois qu'on a perdu 4-0 à domicile contre le Barça, on a gagné avec des champions. C'est une Il est manière bien de se senti. c'est une Ouais. manière de se rassurer, c'est aussi une manière de se dire qu'on est quand même sur une saison qui va être très longue et où le Real Madrid, bien évidemment, est en chantier, mais qui reste un entraîneur qui est capable justement de réharmoniser cette équipe, parce que pour moi, ça va être le maître mot cette saison, harmoniser cette équipe. Très bien. Écoute, Elton, dernière question en rapide. Est-ce que pour toi, suite à cette victoire du FC Barcelone, est-ce que tu vois les Catalans être définitivement favoris au titre en Liga? Est-ce que tu les vois supérieurs, nettement supérieurs au Real Madrid sur Bah, ce début de saison et pour le reste? moi, sur la prédiction début de saison, avant même que ça ait commencé, je voyais les Barça champions. Je voyais les Barça champions parce que Ah, moi, j'avais pas vu ça. Ok. j'avais toujours avancé le fait que le Real Madrid serait confronté à un chantier tactique très important avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le départ de Toni Kroos et en plus est arrivé l'absence longue durée de Dani Carvajal. Et moi, je pense que ce retard à l'allumage, conjugué au fait que le Barça démarre très fort, pour moi, ça ferait que le Barça serait champion. Parce que si on avait un Real qui pouvait maquiller notamment ce chantier, avec notamment les individualités qui sortent du lot, et je te dis ça, ils ont fait quand même 42 matchs sans défaite, et qu'à côté de ça, le Barça était tâtonné, là, le Real aurait été champion. Mais là, si tu as un Barça qui a impliqué, en plus, qui a cette énergie, qui a connu le Real la saison dernière, c'est l'énergie revanchard qui Ouais. très souvent marche d'une année sur l'autre. Et ben moi, pour moi, encore plus après ce qui s'est passé hier soir, pour moi, le Barça est définitivement favori. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Elton, pour cette prédiction qui nous fera sûrement pas plaisir. Mais la Mais la logique, saison est très longue. mais La saison est évidemment, très longue. évidemment. Je pense que du côté du Barça, ils en sont conscients. Ça va être un des points. Attention au FC Barcelone de ne pas se manger un mur, la jeunesse, etc. Mais actuellement, difficile de s'imaginer le Barça flancher. Mais tu as raison de le rappeler, la saison est longue. Autant pour le FC Barcelone que pour le Real Madrid. Là, la gueule de bois aujourd'hui, tout le monde va se réveiller, fan du Real ou non, en blâmant notamment Kylian Mbappé. Si vous êtes en France, en Espagne aussi, hein, la presse Ah ouais, s'est en bien Espagne, ouais, j'ai lâchée. vu. La presse s'est bien lâchée aujourd'hui aussi, même s'il y a toujours des fervents défenseurs. Mais voilà, il faut essayer de prendre du recul. La saison va être longue. Il y a d'autres échéances qui arrivent. Le Barça peut perdre des points, le Real peut en gagner. Et puis, t'as bien fait de le rappeler, Carlo Ancelotti. S'il y a bien un manager dans le monde qui s'y connaît pour ce genre de situation délicate, c'est bien le coach italien. Et pour conclure, et moi je le dis d'autant plus qu'ils ont pris 4-0, le Real a été, reste et sera le défi footballistique et mental le plus important cette saison. Donc que les autres adversaires en tiennent compte
Parce que, encore une fois, pour aller battre le Real Madrid, ça exige la perfection. C'est-à-dire que même à un 2-0, on a senti un vent de frisson quand t'as Lewandowski qui tape le poteau, parce que tu te C'est dis ça. derrière, il peut y avoir un moment de bascule. J'aime Manchester City, pour moi, la meilleure équipe footballistiquement parlant, mais ils n'ont pas cette emprise mentale qu'a le Real Madrid. Et ça, c'est un conditionnement parce que ça a été très peu évoqué, mais le conditionnement mental face au Real Madrid est très, très important pour expliquer les rencontres. Et des fois, les légendes et les mythes sont plus forts que la réalité Bien sûr. dans la tête et dans les esprits, notamment dans un sport, finalement, qui se veut au-delà de l'aspect tactique, qui se joue beaucoup dans les têtes et pas que avec les pieds. Merci beaucoup, Elton. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi, sincèrement, pour cette rencontre. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, hein, tout simplement Instagram, Twitter, très Ouais, actif. Très ouais. actif sur les live tweets, etc. Puis avec donc tous les différents médias avec qui tu travailles, Club des 5, Winamax, Eurosport, RMC aussi, voilà, désormais, comme tu as Canal évoqué, Plus Afrique, voilà, Canal entre Plus autres. Afrique. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir mis du temps à notre disposition. C'est Et un puis, vrai plaisir. bah merci. Et puis, on se retrouve très vite, peut-être pour de nouveaux contenus ensemble. Et puis, il me reste à vous dire de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo. Voilà, de nous dire si vous êtes d'accord avec Elton ou non. Alors, peut-être que sur le Barça, il va y avoir des petits quiproquos ou autres. Mais voilà, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve très vite sur la chaîne Journal du Real. Ciao.